Je n'ai pas été invitée au mariage de ma sœur. Je l'ai appris en tenant une assiette en carton de salade de pâtes, debout, entre le tableau de citronnade et une glacière remplie de bière. C'était en juin, une chaleur qui tordait les fourchettes en plastique lorsqu'on essayait de servir la salade de pommes de terre. Ma tante venait de lancer une playlist de Francis Cabrel et un bambin pleurait près du château gonflable. C'est ma cousine Geneviève Vivy qui l'a dit. Elle arrivait du barbecue, repoussant ses cheveux d'un geste de la main, une saucisse en baguette dans l'autre. Alors, lança-t-elle joyeusement, « Tu prends l'avion pour le grand jour de Margot, ou tu y vas en voiture ?» Je clignais des yeux. Quel grand jour! Elle rit pensant que je plaisantais. Le mariage, voyons. Elle épouse enfin ce type au gel dans les cheveux. Julien, non. Je souris comme si je savais exactement de quoi elle parlait. Oh! Oui, bien sûr. Puis je m'excusai pour vérifier les œufs mimosa, un prétexte pour m'asseoir dans ma voiture, la clim à fond, et tenter de laisser l'âme respirer face au silence étrange, et soudain qui me frappa comme un coup de poignard au cœur. Margot était ma petite sœur. Je l'avais en partie élevée après la mort de papa. Je lui avais tenu les cheveux quand elle était malade lors de sa première soirée à l'université et lui avais envoyé 500 € plus d'une fois quand elle oubliait que le loyer était dû. C'est moi qui lui avais envoyé une couverture lestée pour ses premières crises d'angoisse et qui était restée au téléphone la nuit où elle pensait que Julien la trompait. Et maintenant elle l'épousait. Avec des compositions florales, un lieu et visiblement une liste d'invités, dont je ne faisais pas partie. Je suis restée dans ma voiture 10 minutes, essayant de décider si j'étais blessée en colère ou juste épuisée. La réponse était oui. Aux 3. À l'intérieur, quelqu'un avait coupé le fraisier. Par la fenêtre, je voyais Vivi discuter avec ma mère qui portait sa robe bleu pâle d'été habituelle et semblait parfaitement posée comme si de rien n'était dans ce monde. Je regardais l'assiette dans ma main. Les pâtes suaient sous la chaleur. Ils avaient organisé un mariage dont ma sœur n'avait même pas parlé. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais la seule à sembler surprise. J'ai attendu 2 jours avant d'appeler ma mère. Pas parce que j'avais besoin de me calmer. Je n'étais pas vraiment en colère. Je ne cherchais même pas d'excuses. Je crois que j'avais juste besoin de l'entendre le dire à voix haute, qu'ils avaient tout planifié tout sans moi. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Bonjour ma chérie », dit-elle de cette voix chaleureuse et efficace qu'elle réservait aux commerçants ou aux bénévoles de la paroisse. Je l'imaginais dans la cuisine essuyant le plan de travail avec un torchon, le téléphone calé entre la joue et l'épaule. « Tout va bien. J'ai juste une petite question, dis-je, essayant de garder un ton léger. Margot se marie. » Une pause. Un souffle. Le bruit d'un réfrigérateur qui se ferme. « Eh bien, dit-elle comme si j'avais demandé si le courrier était arrivé. « Oui. Le mois prochain, en fait. On ne savait pas si tu serais libre. » Je ne savais pas que ça avait lieu. Elle gloussa doucement. « Oh, Clémentine, ne fais pas de cinéma. » Ce mot encore. Cinéma. Le même ton qu'elle avait pris quand j'avais pleuré à l'enterrement de papa et qu'elle m'avait dit de me ressaisir. Le même quand je l'avais appelée en larmes après avoir perdu mon emploi il y a 5 ans. Ne fais pas une montagne d'un rien, ma chérie. Tu retomberas sur tes pieds. Je laissai le silence s'installer entre nous. « Tu sais, continua-t-elle, Margot voulait quelque chose d'intime. Juste la famille. »« Je suis de la famille. » Elle soupira. « Oui, mais tu es toujours en déplacement. Et ces choses-là deviennent compliquées. Les parents de Julien ont eu beaucoup d'influence et il y avait peu de place. Tu comprends ? » Je ne comprenais pas, mais je savais qu'il valait mieux ne pas le dire. « Tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain plus douce. « Je ne sais pas ce que je ressens. » Un autre silence. Plus lourd celui-ci. Puis, on a pensé que ce serait plus simple ainsi. Moins de pression pour tout le monde. Plus simple, c'était le mot. Ce n'était pas qu'il m'avait oublié. C'était que j'étais la plus facile à effacer du tableau. Je lui dis que je devais retourner au travail bien que je ne travaillais pas ce jour-là. Elle dit « D'accord ma chérie ». Et comme ça on raccrocha. Je fixai mon téléphone longtemps. Puis j'ouvris mon agenda, fis défiler jusqu'au mois suivant et regardai le week-end du mariage. Rien de prévu. Pas d'invitation. Pas de place. Je n'ai pas claqué de porte ni publié quoi que ce soit en ligne. Je n'ai pas appelé Margot pour exiger des explications, ni rédigé un long message triste que personne n'aurait lu. À la place, j'ai acheté un billet pour le lac d'Annecy. Je n'ai prévenu personne. Ni mes collègues, ni ma voisine qui récupérait mon courrier quand j'étais absente.
Pas même Juliette, qui m'avait soutenue à travers 2 ruptures et un licenciement, et connaissait ma commande de café mieux que le barista. J'ai juste cessé de répondre. Ce vendredi, j'ai soumis une demande de congé, préparé une petite valise et laissé une seule note adhésive sur mon frigo. Parti. Ne m'attendez pas. Le trajet de Paris au lac d'Annecy était calme. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. Je fixais la carte du trajet sur le petit écran du siège, une ligne blanche brillante traversant les Alpes comme une cicatrice. À l'aube, j'étais dans un chalet loué niché dans une colline, à moitié couvert de mousse et de silence. Le lac dehors semblait figé, bien qu'il ne le fût pas. Les fenêtres s'embuaient le matin. La douche sentait légèrement le soufre. J'ai aimé ça immédiatement. Pendant 24 heures, je n'ai pas touché mon téléphone. Le 2e jour, je suis descendue jusqu'au bord du lac. Il y avait un banc en bois à moitié enfoui dans l'herbe, et je m'y suis assise, jusqu'à ne plus sentir mes mains. J'ai pris une photo. Elle n'était pas parfaite. Je ne souriais pas. Juste une silhouette en manteau de laine assise près d'une eau immobile sous un ciel blanc. Pas de légende, pas de tag, juste l'image. Je l'ai postée en story Instagram. En 10 minutes, la liste des vues par s'est allumée Margot. Vivi, ma mère. Personne n'a rien dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Ce n'était pas le but. Le but, c'était qu'il me voie. Pas à l'enterrement de vie de jeune fille. Pas au dîner de répétition. Pas au brunch de planification du mariage dont je n'avais même pas entendu parler. Mais ici, dans un lieu de lac de vapeur et de silence, j'étais devenue l'espace d'un instant, visible. Je n'ai rien posté le lendemain. J'ai juste vécu. J'ai bu un café amer dans une tasse en céramique et regardé la brume glisser sur le lac. J'ai écrit dans mon carnet, rien de poétique, juste des listes de choses que je n'avais pas à faire ici. Pas de bavardage inutile. Pas besoin de faire semblant d'aller bien. Pas d'invitation. Pas de liste de cadeaux. Juste moi. Et le bruit du vent frôlant les pins. Je savais que le mariage avait lieu ce week-end, même si personne ne m'avait dit la date exacte. Je l'ai deviné comme on apprend les choses que la famille ne veut pas que vous sachiez, par les réseaux sociaux et les remarques en passant. Ma cousine Thérèse avait posté un boomerang de flûte à champagne qui s'entrechoquait avec la légende « L'amour est dans l'air ». Et quelqu'un avait tagué un hôtel de charme près de Vienne. Ça suffisait. Le samedi matin, au lac d'Annecy, était argenté et silencieux. Je me suis assise près de la fenêtre, une couverture sur les jambes, et j'ai regardé la lumière avancer doucement sur le lac. Pas de cloche d'église ici. Pas de playlist de mariage, ni de demoiselles d'honneur riant derrière des portes closes. Juste de la brume, de la vapeur, du calme. J'ai préparé du porridge. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Dans l'après-midi, le mariage avait probablement commencé. Peut-être Margot descendait l'allée dans une robe en dentelle sans manches, ma mère pleurant à point nommé. J'imaginais des lumières tamisées, des fleurs pastel, une joie filtrée. Et quelque part dans les photos, il y aurait une chaise vide. Pas ostensiblement. Ils auraient comblé le siège ou réorganisé la rangée. Mais je savais où j'aurais dû être, et je n'y étais pas. Ce soir-là, j'ai posté une nouvelle image. Juste ma main tenant une tasse en céramique avec le lac immobile en arrière-plan. Le ciel était lavande, mon vernis était légèrement écaillé sur un doigt. Rien de glamour, rien de posé, sans légende. Encore. La liste des vues par est apparue en quelques minutes. Margot, ma mère, 2 de ses amis que je n'avais pas vus depuis des années. Toujours pas de message, toujours rien de dit. Mais cette fois, je le sentais. Le silence avait changé. Ce n'était plus une absence. C'était une présence retenue. Je les imaginais faire défiler leur téléphone entre 2 danses ou des serfs voyant ma publication dans un moment de pause se demandant si cela signifiait quelque chose. Ça le faisait. Ça signifiait que je savais. Ça signifiait que je regardais, pas par jalousie ni malice, mais parce que j'avais compté ici autrefois. Et maintenant je ne comptais plus. Pas assez pour être invitée, mais assez pour hanter le bord du cadre. Je n'ai rien posté pendant 2 jours. Qu'ils remarquent le silence. Qu'ils le remplissent avec l'histoire qu'ils avaient besoin de se raconter. Je n'avais rien à ajouter. 3 jours après le mariage, je me suis réveillée au son de mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Il était à peine 6 heures, et dehors le ciel était d'un gris pâle de cette couleur qui fait oublier l'existence du soleil.
Le téléphone n'arrêtait pas. Message, appel manqué, nouveaux messages s'empilant sur les anciens. D'abord, j'ai cru qu'un malheur était arrivé. Mais les noms sur l'écran racontaient une autre histoire. Lise, tante Colette, ma mère, puis une amie d'université de Margot. Et enfin Juliette, la seule à m'avoir toujours dit la vérité. Son message était court. Pas de salutation, pas de préambule. Il faut que tu vois ça. Elle avait joint un lien, un TikTok, pas de contexte, juste une miniature qui ressemblait à une salle de réception et quelque chose de flou volant dans l'air. J'hésitais. Je n'étais pas sûre de vouloir l'ouvrir. Pas sûre de vouloir savoir. Mais j'ai cliqué. La vidéo commençait en plein chaos. Cris, halètements, mouvements. Une demoiselle d'honneur hurlait pas de joie, mais de rage, la voix brisée, alors qu'elle jetait un bouquet à travers la salle, pas en cérémonie mais en colère. Les gens se levaient, se tournaient, reculaient. Quelqu'un renversa un centre de table. Un verre se brisa hors champ. Puis, la caméra trouva Margot. Elle pleurait. Pas des larmes délicates, mais des sanglots secouaient le visage rouge, le mascara coulant. Elle criait quelque chose, mais l'audio était brouillé. La voix qui suivit était plus claire. « Tu étais ma meilleure amie Margot, ma témoin d'honneur, et tu couchais avec lui tout ce temps. » La voix était celle de Raphaël, sa meilleure amie depuis la première année d'université. La même qui avait organisé l'enterrement de vie de jeune fille. La même qui apparemment avait prévu d'épouser Julien elle-même. Mon estomac se noua. Une autre voix d'un invité, riant à moitié d'incrédulité, dit « C'est la témoin d'honneur ». La caméra pivota juste assez pour capturer Julien figé entre elles, les mains levées comme un homme tentant de calmer des bêtes sauvages. Il dit quelque chose que personne n'entendit. Peu importait. La foule commençait à bouger, les invités murmuraient, prenaient leur manteau, ramassèrent leurs sacs. Une femme sortit sa serviette encore à la main. La vidéo se termina avec Margot s'effondrant au sol. Je l'ai regardée 2 fois. Puis j'ai retourné mon téléphone et fixé le plafond du chalet. Les poutres en bois craquaient dans le froid. Dehors, un oiseau émit un son que je ne pus nommer. Le bourdonnement reprit. Messages vocaux, appels manqués, nouveaux textos s'accumulant. Personne ne prononça les mots. Mais il n'avait pas à le faire. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ta sœur est effondrée. On a besoin de toi à la maison. Clémentine, s'il te plaît. À midi, j'avais un message vocal de ma mère, sa voix vacillante comme un signal radio d'une autre vie. Elle disait que Margot ne mangeait pas, que la famille était gênée, que les gens parlaient. Elle n'a pas dit que j'avais raison. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste dit « On ne sait pas quoi faire sans toi ». Je me suis assise près de la fenêtre, les pieds nus contre le sol froid, regardant le lac onduler sous le vent. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Raphaël. Pas un appel, juste un message. « Je suis désolée que tu n'aies pas été là. Tu m'aurais probablement arrêté. » Elle avait tort. Je ne l'aurais pas arrêté. J'aurais laissé la vérité éclater, comme je l'avais fait. En début d'après-midi, mon téléphone cessa de sonner et commença à supplier. Les messages vocaux n'étaient plus secs ni agacés. Ils étaient plus doux. Ma mère en laissa 6 en moins de 3 heures, chacun un peu plus effiloché que le précédent. Dans le 3e, elle pleurait, ou essayait. Sa voix se brisait, là où elle ne le faisait jamais. « Clémentine, murmura-t-elle, ta sœur est dévastée. Je ne pense pas qu'elle soit sortie de sa chambre depuis samedi. On ne sait pas quoi lui dire. On a besoin de toi à la maison. Tu as toujours été celle qui fait la forte, celle qui tient tout le monde ensemble. » Cette phrase encore. Faire la forte. Celle qui savait porter les choses, qui n'avait jamais demandé à être portée. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait chauffer de l'eau pour un thé et suis sortie laissant la vapeur réchauffer mon visage pendant que le vent traversait mes manches. Le ciel au-dessus était immense, bas silencieux. J'ai pris une photo de l'horizon, une lumière rose pâle reposant au bord du lac, et l'ai postée sans un mot. 5 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Elle ne va pas bien. Elle ne cesse de demander si tu as répondu. « Clémentine, s'il te plaît, juste 5 minutes. » Celui-là venait de la sœur de mon père. Une femme qui m'avait dit après la mort de papa que les aînés sont comme des secondes mères. J'avais 15 ans. Je regardais la brume dériver sur les marches du porche et ne dis rien. Ce soir-là, un message arriva de Margot elle-même. Pas un appel,
Juste un texto. Je sais que je t'ai blessé. Je ne pensais pas que ça compterait autant. Je croyais que tu ne voulais plus faire partie des choses. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas à qui d'autre demander. Je fixais le message longtemps. Pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que c'était la première chose vraie qu'elle m'avait dite depuis des années. Mais ce n'était pas assez. Pas après toutes les fois où elle avait pris mon aide, mais pas ma présence. Pas après m'avoir laissé m'effacer de la photo de famille sans demander si j'étais encore là. Il ne me manquait pas. Il manquait ce que je faisais pour eux. Et maintenant que tout s'écroulait, ils voulaient récupérer l'échafaudage. Mais je n'étais plus faite d'acier. J'étais devenue laque, froid, immobile, inébranlable. Il était presque minuit quand le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, je décrochai, pas par pardon. Pas parce que je m'étais adoucie, juste parce que je ne voulais pas que le silence dise tout à ma place. Clémentine souffla ma mère comme si elle avait retenu sa voix pendant des heures. Je ne parlais pas. Elle attendit puis combla le vide comme elle le faisait toujours, avec des explications déguisées en sollicitude. « Elle ne va pas bien, dit-elle doucement. Margot. Elle mange à peine. Elle ne descend pas. Elle demande sans cesse si tu as répondu. » J'entendais le tintement de quelque chose en céramique en fond. Sa cuisine sans doute. Probablement la même tasse en céramique qu'elle utilisait quand elle voulait sembler plus douce. « J'aimerais que tu sois là, ajouta-t-elle. Je regardai par la fenêtre du chalet. Dehors, le lac s'était transformé en verre. Le ciel était bas et infini de ce froid qui rend les sons plus petits. J'y étais, dis-je enfin. Pendant des années. Vous ne m'avez simplement pas vu. Il y eut une pause. Pas défensive. Pas rapide. Juste immobile. Je ne savais pas que tu ressentais ça, dit-elle la voix plus fine. Tu ne l'as jamais dit. Personne n'a demandé. Elle laissa échapper un souffle. Pas tout à fait un soupir, juste le son de réaliser qu'il n'y a plus de script qui fonctionne. Je suis désolée, dit-elle, mais ça sonnait comme une question. Je ne répondis pas. Quelque part dans le silence, elle comprit. Car pour une fois, elle n'essaya pas de réparer. Pas d'excuses. Pas de réécriture douce de l'histoire. Juste le son de sa respiration, le léger carillon d'une horloge en fond. Le silence de deux personnes réalisant que quelque chose s'était terminé il y a longtemps. Et ceci n'était que l'écho. « Tu rentres à la maison ?» demanda-t-elle après un moment. Je regardai autour de la pièce. Le plancher en bois, la couverture en laine sur la chaise, le bruit du vent contre les fenêtres. Tout simple, tout à moi. Non, dis-je doucement. Je crois que je prends enfin racine. Nous n'avons pas dit au revoir. Nous avons juste laissé l'appel s'éteindre. Je suis restée là un moment écoutant le silence. Ça ne faisait plus mal. Ça ne me consolait pas non plus. Ça semblait juste vrai. Le lendemain matin, je me réveillai tôt. Le chalet était immobile de cette immobilité qui ne demande rien de vous. Je m'enveloppai dans un gros pull et sortis sur la terrasse arrière. Le lac en bas était lisse comme du verre reflétant l'or pâle d'un soleil levant. Le ciel s'étendait vaste et vide, et pour une fois ce vide ressemblait à la paix. J'ai préparé du thé griffonné quelques lignes dans mon carnet, puis sorti le papier à lettres épais que j'avais apporté de chez moi mais jamais utilisé. J'ai écrit une lettre, courte, simple, sans accusation, sans liste de ce qui avait été fait ou omis. Juste ceci, j'espère que vous trouverez la paix. J'espère que vous direz la vérité. J'espère que la prochaine fois l'invitation arrivera avant les excuses. Clémentine. Je l'ai signée de mon nom complet. Je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai adressée à la maison familiale, sans adresse de retour. Plus tard ce jour-là, je suis descendue en ville et l'ai glissée dans une boîte aux lettres rouge près d'une boulangerie de pain d'épices et bois. L'homme derrière le comptoir m'a salué en passant me reconnaissant de la veille. « Froid aujourd'hui, dit-il. » Je souris. Moins qu'hier. En revenant, je me suis arrêtée au bord du lac. Un seul banc faisait face à l'eau. Je m'y suis assise un moment, sirotant un café dans un gobelet en carton, regardant la vapeur monter et disparaître. Mon téléphone était toujours dans ma poche intacte. De retour au chalet, j'ai posté une dernière photo. Une chaise en bois vide, encadrée par la brume. Au-delà le lac. Sans légende. Mais je savais qu'il la verrait. Pas parce qu'il me suivait, mais parce qu'on remarque toujours ce qui manque quand c'est trop silencieux trop longtemps. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié mes messages. Je n'ai pas fait défiler. Je ne me suis pas demandé ce qu'il disait à la maison. À la place, j'ai préparé une soupe, allumé une bougie,
tiré une couverture sur mes genoux et lu la même page d'un livre 3 fois, non pas parce que j'étais distraite, mais parce que je n'étais pas pressée de quitter le silence. Il n'y avait pas de victoire là-dedans, juste de la clarté, pas de fermeture, juste de l'espace. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacée du tableau. Je me sentais juste immobile.